Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 3 au 9 décembre 2018. À la une cette semaine, en Alsace, plusieurs boulangers fabriquent des manelles en gilet jaune. Pour soutenir symboliquement le mouvement des gilets jaunes, plusieurs boulangers alsaciens ont ajouté des gilets jaunes à leur pâtisserie et ont été dévalisés. Les manelles en gilet jaune, qui ne sont pas produits tous les jours, sont en rupture de stock à la boulangerie Lenz à Wangenburg-Engenthal. Source France Bleu, 5 décembre. Le fait qu'un artisan boulanger intègre des gilets jaunes de manière originale et artistique dans son travail quotidien traduit bien toute la profondeur du mouvement, son authenticité, son humanité, mais aussi sa fraternité. Ce geste de tendresse vis-à-vis des gilets jaunes se situe à 1000 lieues des réponses froidement techniques et mécaniques de nos dirigeants qui pensent pouvoir poser ad vitam aeternam la politique d'austérité et liberticide de Bruxelles plutôt que la politique de solidarité et de démocratie souhaitée par le peuple. En cette période d'avant Noël, le peuple de France s'est réveillé et cela laisse présager d'heureux lendemains. France. François Asselineau demande à Macron de ne pas signer le pacte de Marrakech. François Asselineau demande à Emmanuel Macron de ne pas signer le pacte de Marrakech qui tend à organiser des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il est prévu qu'il soit signé le mardi 11 décembre. Ce pacte est-il un ballon d'essai pour tenter de restaurer un esclavage moderne qui refuse de dire son nom? Source UPR, 4 décembre. On ne peut pas dire que le pacte est d'application facultative, puisqu'on va le signer et le ratifier. Ça veut donc dire que même si un certain nombre de ces dispositions sont facultatives, il n'empêche qu'il pose un certain nombre de principes généraux qui vont ensuite servir de référence pour l'avenir. Le premier principe général qui est posé par ce pacte, c'est qu'il s'agirait de régler des migrations sûres, très bien, ordonnées, c'est déjà plus contestable parce qu'on a l'impression qu'il y aurait un ordre derrière, donc une organisation, et régulière, c'est-à-dire qu'il y aurait une organisation qui régulièrement organiserait des migrations. Ça pose quand même un problème. Ce qui est véhiculé par ce texte, c'est l'idée selon laquelle eh bien, au XXIe siècle, il y a nécessairement des migrations de population qui doivent être ordonnées et régulières. Quand on examine le dossier un petit peu qui fait une quarantaine de pages, je ne vais pas lire ici tout ce dossier, tout ce pacte que j'ai lu de près. On voit notamment, par exemple, cette formule, je la cite de mémoire, « À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable ». Ce sont des affirmations qui sont peut-être possibles, mais qui sont peut-être aussi contestables. Dire qu'à l'heure de la mondialisation, on voit bien que ce texte s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique particulier, dire que les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, ça reste à démontrer. On pourrait dire tout le contraire. On pourrait dire, par exemple, que les migrations sont facteurs de prospérité, mais pour qui? Lorsqu'il y a eu 1 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne, eh bien, ça a été certainement facteur de prospérité pour les actionnaires des grandes entreprises qui ont pu utiliser une main-d'œuvre à des taux extrêmement bas, quand d'ailleurs cette main-d'œuvre n'était pas utilisée purement et simplement dans du travail au noir, sans charge et sans cotisation sociale. Mais ça, c'est la prospérité des actionnaires. Ça n'est pas la prospérité des salariés allemands qui, eux, voient plutôt leur salaire plonger. Quand on dit que, par exemple, l'immigration serait un facteur d'innovation
ça reste aussi à démontrer. On pourrait dire au contraire qu'à partir du moment où il y a une main-d'œuvre très très bon marché qui peut être utilisée presque comme des esclaves du XXIe siècle, eh bien on ne va pas faire les travaux de recherche et développement nécessaires pour trouver des machines se substituant à ce travail humain dont les prix sont bradés. Je lis toujours dans ce pacte de Marrakech l'idée selon laquelle il y aurait une nécessité, l'immigration favoriserait une meilleure gouvernance pour permettre d'optimiser tous ces effets positifs. Meilleure gouvernance pour optimiser les effets positifs ? Je suis désolé, mais quand on lit ce pacte, on a effectivement l'impression, c'est même plus qu'une impression, que c'est un document qui se situe dans un contexte idéologique particulier, celui de la mondialisation, celui de l'effacement des frontières, celui selon lequel finalement les main-d'œuvre, les hommes et les femmes sont de simples pions à exploiter, à transférer d'un pays à un autre pour les exploiter au maximum pour le plus grand profit des actionnaires. On ne tient pas compte ou peu compte du problème tout simplement de l'identité nationale, de la volonté des peuples d'être toujours que l'Allemagne reste l'Allemagne, que la France reste la France, que la Russie reste la Russie, etc. Donc je sais bien que ce sont des choses qui paraissent comme absolument scandaleuses pour certains docteurs de la pensée contemporaine. En gros, tous les peuples, grosso modo, réagissent comme ça. Ça n'est pas du tout être xénophobe et raciste que de le dire. Il est normal qu'un pays comme par exemple la France, où il y a actuellement au minimum plus de 3,5 à 4 millions de chômeurs, et encore en se limitant à la seule catégorie A, dans un pays comme la France où le niveau de vie ne cesse de dégringoler, il est assez normal que les Français aient un sentiment que de dire c'est pas maintenant que l'on va accueillir de nouveau des flux migratoires importants. D'ailleurs, il y a, d'après les sondages, je crois que c'est 80% de la population française qui est sur cette longueur d'onde. Et encore une fois, je rappelle que pour la Constitution et pour la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut donc demander au peuple français son avis. Mais l'essentiel, c'est l'existence même de ce texte et l'esprit général qu'il imposerait, puisqu'une fois qu'un pays aurait signé puis ratifié, on pourrait lui dire « Mais attendez, vous êtes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une gouvernance générale au niveau mondial pour organiser des migrations sûres, ordonnées et régulières. » Alors, vous connaissez l'Union populaire républicaine. Dans le programme qui est le nôtre depuis des années, j'ai toujours dit que sur 3 grands sujets, qui sont l'énergie, les dettes, la dette publique et l'immigration, nous ferions un grand débat national pendant plusieurs mois en laissant s'exprimer tout le monde, et ensuite on demanderait au peuple souverain ce qu'il veut. J'estime que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour que la France signe ce pacte. D'abord, ce pacte, pour reprendre ce que disait Socrate, ce pacte n'est pas utile. Ce pacte n'est pas bien parce qu'il arrive au pire moment alors que les passions sont extrêmes sur ce sujet dans tout le continent européen. Et ce pacte n'est pas vrai, n'est pas juste, parce que ça n'est pas vrai. En tout cas, c'est extrêmement contestable que l'immigration, dans l'absolu, favorise la prospérité, favorise l'innovation. Ça favorise la prospérité de certains, des négriers, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est au détriment souvent de l'exploitation des populations. Prison, la surpopulation atteint un niveau record. Triste record avec 70 708 détenus pour 600 000 places opérationnelles. La densité carcérale s'établit à 117,6% dans les prisons françaises. Source Le Parisien, 3 décembre. Premier point. Le manque de moyens est ici criant et a pour conséquence des conditions d'incarcération indignes. Pourtant, avec le Frexit, l'argent serait facile à trouver. Par exemple en récupérant les 100 milliards d'euros annuels de fraude fiscale contre laquelle il n'est pas possible de lutter à cause de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit le contrôle des flux de capitaux. Deuxième point,
La délinquance s'accroît dans le pays. Mais quel modèle de vertu est donné à la population lorsque le président de la République se fait prendre en photo, tout sourire, avec un délinquant, et lorsque le ministre de l'Intérieur a passé plusieurs années dans les cercles mafieux? Sans parler de l'affaire Benalla. France, ceux qui défendent le peuple. Il y a ceux qui survivent et ceux qui profitent des lois. Ceux qui sont invisibles n'auront jamais d'avocat. Auvergne, grève totale des avocats pour défendre la justice de proximité. Les avocats lancent des actions dans la durée, comme une grève totale des audiences cette semaine à Clermont et jusqu'à la fin de l'année à Moulins. Parmi les sujets sensibles, la fusion des tribunaux de grande instance avec les tribunaux d'instance. Source France Bleu, 2 décembre. Avec la fermeture imposée par l'Union européenne des services publics, article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ici judiciaire, dans les zones reculées, le gouvernement accroît encore la désertification rurale. Les campagnes sont pourtant l'âme de la France. Si elle arrive au pouvoir, l'UPR recréera les services publics partout où ils ont été détruits. Même combat que les Gilets jaunes. Un syndicat de police dépose un préavis de grève. Le syndicat de police, Vigie, a déposé un préavis de grève illimité à partir du 8 décembre concernant certains fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. L'organisation affirme rejoindre le combat des Gilets jaunes. Notre préoccupation est de boucler la fin du mois et non de changer les moquettes de l'Élysée pour 300 000 €, explique Vigie. Source RT France, 5 décembre. FNSEA, les agriculteurs dans la rue pour dire stop au matraquage. Il faut que le gouvernement tienne ses promesses sur la loi alimentation, a précisé Christiane Lambert dans un contexte de tension avec les distributeurs dans les négociations commerciales. Source France Info, 3 décembre. La Confédération paysanne appelle à rejoindre les Gilets jaunes. Dans une lettre ouverte, la Confédération paysanne dénonce entre autres la perte de pouvoir d'achat, la précarisation des petites communes rurales, l'urgence sociale et climatique et le mépris du gouvernement. Source Ouest France, 5 décembre. Les agriculteurs demandent que les promesses de Macron soient tenues. Permettre aux agriculteurs de vivre au juste prix payé, permettre à tous, dans la chaîne de valeur, de vivre dignement. Or, on sait déjà que ces promesses sont intenables, puisque les traités européens imposent pour objectif principal la productivité, sans se soucier des agriculteurs. Article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. France, ceux qui protègent Macron. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Tous les parlementaires s'opposent pour le moment à la destitution de Macron par l'article 68 de la Constitution. Les parlementaires, pourtant sollicités par beaucoup de Français, et notamment par les Gilets jaunes, se refusent toujours à demander la destitution de M. Macron. Les Français découvrent ainsi éberlués que le Rassemblement national, ex-EFN, Debout la France insoumise, l'Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français ne sont que des opposants de façade. Ils préfèrent éviter à Macron de devoir se justifier plutôt que de soutenir la demande croissante du peuple français. Source UPR, 6 décembre. La grève des routiers annulée. La CGT et FO lèvent leur appel à la mobilisation. Après le syndicat Force ouvrière, c'est la Confédération générale du travail qui a levé ce vendredi son appel à la grève dans le secteur du transport. Les routiers étaient appelés à cesser le travail à partir de dimanche soir. Ils ont obtenu le maintien des taux de majoration de leurs heures supplémentaires. Source France Bleu, 7 décembre. Est-ce la crainte de grève s'ajoutant au mouvement des Gilets jaunes qui a poussé le gouvernement et le patronat à céder sur les revendications des routiers? Quoi qu'il en soit, on constate un silence gêné des grands syndicats, prompts à négocier des avantages sectoriels, mais bien loin des causes nationales défendues par les Gilets jaunes.
Cela s'explique. La plupart des syndicats, dont la CGT et FO, adhèrent à la Confédération européenne des syndicats, CES, et sont donc financés par la Commission européenne. Or, c'est bien la Commission européenne qui, à travers la politique qu'elle impose à la France, par les grandes orientations de politique économique, GOPE, est responsable du désastre social actuel. Une opération escargot des routiers en soutien aux Gilets jaunes sur le périphérique de Toulouse. Michael Youn explique pourquoi les enfoirés ne soutiendront pas publiquement les Gilets jaunes. Michel Polnareff, Brigitte Bardot, Muriel Robin, de nombreuses personnalités ont pris la parole pour soutenir les Gilets jaunes. Michael Youn les soutient à titre personnel, mais explique au nom des enfoirés pourquoi ils ne s'expriment pas publiquement. Les enfoirés, ce sont 50 individus, avec chacun sa façon de penser, qui se réunissent tous les ans, depuis 30 ans, pour aider ceux qui ne mangent pas à leur faim. Ni plus, ni moins. Il n'y a donc aucune raison pour que nous nous exprimions en tant que groupe sur la crise actuelle. Source BFM TV, 7 décembre. C'est ce qu'on appelle, de la part des enfoirés, de la solidarité court-termiste et hypocrite. En effet, comment ne pas soutenir les gilets jaunes, dont certains n'arrivent pas à se nourrir le 20 du mois? Lorsque l'on prétend aider ceux qui ne mangent pas à leur faim, d'aucuns pourraient à juste titre se demander si, pour certaines personnalités, le spectacle annuel des enfoirés répond bien à des intentions nobles, ou simplement à un coup de publicité gratuit. Gilets jaunes, l'appel au calme de Bernard-Henri Lévy, Cyril Hanouna et Stéphane Bern. La tribune, signée par ces personnalités et d'autres, dit que la fraternité s'est perdue, avec la destruction des biens publics, le pillage de biens privés, l'agression physique contre les forces de l'ordre et l'offense des symboles mêmes de la République comme la flamme du soldat inconnu. Elle appelle à transformer la colère en débat. Source Le Point, 7 décembre. Ces personnalités, dont l'inénarrable Bernard-Henri Lévy, qui a assimilé par ailleurs les gilets jaunes au nazisme, pointent, tout comme les grands médias, la casse et seulement la casse, occultant le pacifisme général du mouvement et les revendications plus que légitimes. Il ferait sans doute mieux de se taire, car l'effet produit risque d'être l'inverse de ce qu'il recherche. Le discours de Juncker à l'Assemblée reporté. Le discours du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, prévu le mardi 4 décembre à l'Assemblée nationale, a été reporté au profit d'une séance de questions au gouvernement, en pleine crise des Gilets jaunes, a indiqué la veille la présidence de l'Assemblée. Source Le Figaro, 3 décembre. Juncker, président de la Commission européenne, a préféré prendre la tangente plutôt que de s'afficher dans la capitale française en ce moment. Il a sans doute la conscience très agitée quand l'austérité dont souffrent les Français viennent de s'égoper. France, ceux qui gouvernent en décalage total avec le peuple. Moins de taxes pour les grandes chaînes de télévision et les stations de radio. Pendant que, dans la rue, les manifestants expriment leur colère sociale, les sénateurs viennent de supprimer discrètement, le 27 novembre, 3 taxes pesant sur les stations de radio et les chaînes de télévision. Source Le Parisien, 6 décembre. Contrairement au peuple français, les grands médias ont le poids et les relais nécessaires pour se faire entendre des autorités. Ils présentent aussi, pour certains d'entre eux, une couverture des gilets jaunes favorable au gouvernement. Cette décision, totalement irresponsable en pleine crise, illustre l'état délabré de notre démocratie. Le programme de LRM, transférer la souveraineté de la France à l'Europe. Le député LRM Aurélien Taché,
envisage comme programme électoral européen de transférer une grande partie de la souveraineté française à l'Union européenne. Il affirme notamment être totalement en faveur du transfert à l'Union européenne du siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Source Marianne, 3 décembre. Même sous l'Ancien Régime, le roi de France, souverain absolu, n'était pas propriétaire de la souveraineté, selon le principe dit de l'indisponibilité de la couronne. Les hauts barons ne pouvaient donc pas aliéner la France et la donner aux Anglais, comme ils le firent lors du traité de Troyes de 1420, en profitant des troubles mentaux du roi Charles VI. Ils n'avaient pas ce droit, ils se l'arrogèrent pourtant. Aujourd'hui, selon l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. Le cœur de notre vieille nation n'a pas changé. Ses lois s'expriment simplement différemment. Monsieur le député Aurélien Taché, qui trahit son pays, ferait bien de s'en souvenir. Il n'a pas été élu par le peuple souverain pour aliéner la souveraineté de celui-ci. Aurélien Taché est député LREM du Val d'Oise. Moratoire sur la hausse des taxes et du prix de l'énergie. Trop peu et trop tard. La révolte des Gilets jaunes ne met plus en cause une mesure fiscale isolée du gouvernement. Elle manifeste le rejet de la part des Français d'un système économique et social qui enrichit les personnes les plus aisées, dont Macron est le porte-parole, et qui appauvrit et précarise les classes moyennes et les personnes les plus fragiles. Elle manifeste aussi l'aspiration au retour d'une vraie démocratie en France. L'UPR rappelle qu'elle prévoit de porter le SMIC mensuel à 1 300 € net, d'instaurer le référendum d'initiative populaire, de réaliser des grands débats suivis de référendums sur des sujets clés, et de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Source UPR, 4 décembre. Macron exclut de rétablir l'ISF et recadre sèchement Schiappa. Rarement un recadrage aura été si violent, alors que la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme... à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, a cru bon d'ouvrir la voie à un rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Emmanuel Macron lui a immédiatement adressé une fin de non-recevoir. Il ne faut pas perdre la cohérence de ce qu'on a fait depuis 18 mois. Cela implique de ne pas tout détricoter, bout par bout. Source Le Figaro, 5 décembre. Ce nouveau couac illustre la panique qui gagne le gouvernement, en manque de cap et dont le chef est totalement dépassé par la crise sociale. Combien de temps encore Macron pourra-t-il garder un semblant de discipline dans son gouvernement et sa majorité? La députée ne connaît pas le montant du SMIC. Un gilet jaune quitte un plateau télé. Interrogée par des gilets jaunes dans une émission de télévision, Élise Fagel, députée LRM des 3e et 10e arrondissements de Paris, n'a pas su donner le montant du SMIC. Source Vosges Matin, 3 décembre. Venu défendre Macron sur le plateau de télévision avec les éléments de langage de son parti, la députée n'a même pas daigné s'intéresser à la valeur du SMIC. C'est une nouvelle preuve de la déconnexion totale des élus d'avec le peuple, qui sont pourtant censés représenter. Des députés LRM propagent une fake news complotiste sur les gilets jaunes. Plusieurs élus macronistes se sont jetés sur une rumeur selon laquelle le site giletsjaunes.com avait été créé peu après l'élection d'Emmanuel Macron par des American partisans de Steve Bannon. Problème, il s'agit d'un pur fantasme. Source RT France, 6 décembre. Ces députés tombent-ils sous le coup de la loi anti-fake news qu'ils ont eux-mêmes votée? Point d'interrogation.
Réaction internationale aux Gilets jaunes. Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Téhéran appelle Paris à cesser la violence contre son peuple. Alors que les images des Gilets jaunes font le tour du monde, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé Paris à la modération. Source RT France, 3 décembre. Le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, et le gouvernement iranien en août 2018. Erdogan dénonce la violence des autorités françaises. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a critiqué samedi la violence disproportionnée, selon lui, des autorités françaises face aux manifestations de Gilets jaunes, ajoutant qu'il suivait la situation avec préoccupation. Source BFM TV, 8 décembre. Comme auparavant Caracas, Téhéran et Ankara ne se privent pas de cette trop belle occasion pour renvoyer à la France les critiques qu'elle émet régulièrement, s'érigeant en parangon des droits de l'homme et en étalon de la morale. Les Gilets jaunes auront ainsi révélé toute la tartufferie de cette posture. Europe. De la Serbie à la Belgique, le mouvement des Gilets jaunes prend une dimension européenne. Après la France, plusieurs pays européens ont été le théâtre de mouvements de protestation, où le gilet jaune faisait office d'étendard. Serbie, Belgique, Bulgarie, Pays-Bas, Allemagne. Source RT France, 5 décembre. La Serbie exceptée, ces pays européens de l'Union européenne subissent la même politique ultralibérale dictée par Bruxelles, aboutissant à l'explosion des inégalités. La Belgique se retrouve à nouveau en panne de gouvernement. Les indépendantistes flamands de la N-VA, Nieuwe Vlaamse Alliantie, quittent le gouvernement belge, ce qui marque la fin de la coalition dite suédoise d'union des couleurs jaune et bleu, symbolisant ses composantes politiques. En cause, la volonté du gouvernement belge de signer lundi le pacte de Marrakech sur les migrations sous l'égide de l'ONU, ce qui a refusé la N-VA. Source l'Alsace, 9 décembre. Comme en France, le gouvernement belge avait prévu de passer outre la représentation du peuple, avant de signer ce traité qui est tout sauf anodin. Theresa May perd des voix au Parlement britannique, l'accord du Brexit mal engagé. La première ministre britannique a perdu 3 votes au Parlement, ce qui laisse présager des difficultés dans l'adoption de l'accord de retrait négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le vote est prévu le 11 décembre. Source EU Observer, 5 décembre en anglais. L'Union européenne adresse un ultimatum à la Suisse sur les marchés boursiers. La Commission européenne offrira au marché d'actions suisse une prolongation de 2 ans de leur droit à opérer dans l'Union européenne si Berne approuve un traité bilatéral encadrant ses relations avec Bruxelles. Le texte, censé encadrer les relations entre la Suisse et l'Union européenne, actuellement réglées par 120 accords séparés, prévoit que Berne adapte automatiquement ses règles en matière d'immigration et de sécurité sociale au changement de la législation européenne, ont expliqué les diplomates européens. Source La Tribune, 6 décembre. L'Empire européen use de tous les moyens pour soumettre la petite Suisse à sa volonté hégémonique. Mais la Suisse, pays qui se porte le mieux en Europe, sait bien tout l'intérêt qu'elle a à rester en dehors de l'Union européenne. Pas d'accord sur le budget de la zone euro et la garantie des dépôts. Les ministres des Finances de l'Union européenne n'ont pu s'entendre sur un budget pour la zone euro, ni sur un mécanisme de garantie des dépôts. Les ambitions initiales du président Emmanuel Macron se sont réduites comme peau de chagrin. Source Reuters, 4 décembre. Cette proposition était au cœur du programme macronien pour l'Europe, lancé avec force prétention depuis la Sorbonne. Comme prévu,
C'est un échec retentissant devant l'opposition de plusieurs États membres, particulièrement celle de l'Allemagne. Faute d'accord européen, la France introduira une taxe GAFAM en 2019. La France introduira une taxe nationale sur les géants du numérique dès 2019, si les discussions en cours au niveau européen n'aboutissent pas, a annoncé jeudi Bruno Le Maire. Plusieurs pays européens, comme l'Irlande et le Danemark, se sont opposés ces derniers mois à cette initiative française. L'Allemagne, quant à elle, qui craint des mesures de rétorsion américaines vis-à-vis de son industrie automobile, a également formulé des réserves. Source, Romandie, 6 décembre. La taxe sur les GAFAM est un nouvel échec en puissance. Comme tous les projets européens lancés par Macron, défense européenne, taxe sur les transactions financières, budget de la zone euro, réforme du système des travailleurs détachés, etc. Le système autobloquant de l'Union européenne fonctionne à plein régime pour le plus grand bonheur des multinationales, notamment américaines. La Suède n'aura plus ni pièces ni billets dans 5 ans, dit la Banque centrale de Suède. L'argent physique ne sera pas interdit, mais si peu utilisé par les consommateurs et les entreprises, qu'il n'aura presque plus d'existence matérielle, a expliqué la vice-gouverneure de la Banque centrale de Suède. Elle s'inquiète également des monnaies privées, créées par des firmes tentées de dominer le marché mondial des paiements électroniques. Si nous ne faisons rien, nous nous dirigeons vers un avenir dans lequel l'argent sera spontanément privatisé, a-t-elle dit. Source, La Tribune, 4 décembre. Battre monnaie est un des pouvoirs régaliens des États. La tendance à la disparition du liquide et à la privatisation de la monnaie est inquiétante pour leur souveraineté, ainsi que pour le respect de la vie privée des consommateurs. Un vrai débat national devrait avoir lieu sur ces questions. Mais encore faudrait-il récupérer notre propre monnaie. Billets en couronne suédoise. Divers. Un véhicule essence émet autant de particules fines que 10 vilains diesel. Alain Bodafou, professeur émérite de l'Université de Lyon, se demande comment on peut décréter la lutte contre les gaz à effet de serre et, en même temps, favoriser la disparition du diesel qui émet moins de CO2. Cela devient plus dérangeant encore si l'on compare les effluents nocifs des moteurs les plus récents, selon qu'ils sont à essence ou au diesel, le second étant devenu plus propre. Source, Le Figaro, 7 décembre. Cette remise en cause de la pollution, prétendument plus grande des moteurs diesel par rapport aux moteurs à essence, vient contrecarrer la dialectique du pouvoir sur la responsabilité écologique liée à l'alignement des prix du diesel sur l'essence. Cet argument est d'ailleurs totalement hypocrite au moment où Macron retire 600 millions d'euros au ministère de la Transition écologique. Trump redevient menaçant avec la Chine après une brève lune de miel. Donald Trump est passé de l'enthousiasme à la menace en 24 heures, évoquant le lundi un grand bond en avant dans les relations avec Pékin. Il s'est fait menaçant le lendemain dans un tweet, entraînant une lourde chute de Wall Street. Source, Romandie, 5 décembre. Sur ce dossier, qui est probablement le plus important pour lui, Trump reste fidèle à sa méthode, souffler le chaud et le froid, rester imprévisible, menacer et pourtant tenter le dialogue. Aucun accord ne semble pour l'heure émerger de cette guerre diplomatique et commerciale de géants, où la Chine ne se laisse pas faire, même si elle reste un ton au-dessous. Et c'est fini pour cette semaine, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et bonne semaine de merde à vous les copains, comme dit Bonjour Tristesse. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!